Putain, j'arrive là pour venir à Blast, je prends la Suzuki, bon, je fais un petit 70 en ville parce qu'il n'y a pas grand monde en ce moment, donc je zigzague entre les piétons et tout, et à un moment, je dois tourner. Il faut passer sur une piste cyclable. Et en plus, elles font 5 mètres de large maintenant à cause d'Hidalgo. Donc je tourne, et c'est pas, il y a une cycliste qui commence à sonner et tout, bon, je coupe la route, et là, elle commence à me faire des doigts, à crier des trucs et tout, j'entends rien, parce que je pars et je la sème. Enfin, c'est normal, la voiture, ça va plus vite, c'est pour ça qu'on prend des voitures. Et ça m'a saoulé, quoi. Moi, c'est marrant parce que je venais de Gare de Lyon et je me suis dit, bah, je vais prendre un petit Vélib, quoi. Donc là, je suis sur ma route, tranquille, et puis je grille les feux rouges parce que, tu sais, il y en a trop. Et je me dis, innovons, essayons de prendre la piste cyclable cette fois. Et en fait, il y a un connard en Suzuki qui m'a coupé la route. Donc je l'ai poursuivi, je l'ai hué et tout, mais forcément, il va trop vite en voiture, quoi. Ouais, mais de toute façon, les gens sur la route, c'est devenu n'importe quoi. C'est clair. Est-ce que vous vous souvenez des gilets jaunes ? Macron, démission, gilet jaune, moi gilet jaune. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est que, est-ce que vous vous souvenez vraiment de l'origine des Gilets jaunes ? C'est le gasoil, c'est la petite goutte qui a fait déborder. Mais voilà, il y a des TVA, des taxes sans arrêt qui montent les péages, les mutuelles. Enfin voilà, c'est toujours pareil. Et à côté de ça, il n'y a pas d'amélioration pour les écoles, pour les hôpitaux, à qui on sert tout le temps la ceinture. Donc où va l'argent ? Pourquoi on paye toujours plus ? Et oui, la goutte d'eau qui a lancé les premières manifestations des gilets jaunes en octobre-novembre 2018, c'est une taxe sur le carburant, la taxe carbone. Ouais, puis on parlait aussi dans les rassemblements à ce moment-là beaucoup des péages des autoroutes et de leurs prix élevés. Bref, c'est un mouvement qui est né autour de la question de la voiture. La station d'essence, c'est le seul endroit où on tient le pistolet et où on se fait braquer. Pas vrai ça ? Et ça tombe bien parce que c'est de ça dont on voulait vous parler aujourd'hui, la voiture, le vroom. C'est un sujet passionnant pour les sociologues parce qu'un simple objet qui nous permet de nous déplacer concentre plein de problématiques économiques et sociales. Et oui, la voiture, c'est un objet très politique, pour tout le monde. Mais ça commence à faire beaucoup avec le périph' à 50 km/h. La réalité, c'est que Madame Hidalgo déteste la voiture et ce sont ceux qui travaillent qui trinquent. Comme Alain, qui a une entreprise de déménagement dans le Val-de-Marne, pas loin de Paris, il nous a appelés hier au Standard d'Europe 1. Ah, ce bon vieux Alain, mais le grand classique, ces bobos du centre-ville qui travaillent dans le marketing digital vegan et qui veulent empêcher les artisans de prendre leur voiture pour aller dans leur vrai travail. Les bobos contre les artisans, les élites contre les gilets jaunes, en fait l'image de la voiture est attachée à tout un tas de clivages sociaux. Plus largement, la voiture charrie tout un tas de représentations symboliques. Autrement dit, l'automobile est attachée à plusieurs traits sociaux dans l'imaginaire collectif. Et un bon moyen de comprendre quelles représentations, quels caractères sont attachés à la voiture, c'est de regarder les pubs. Cette notion de liberté, on la retrouve beaucoup dans les pubs de voitures modernes qui roulent dans le désert, dans la forêt, dans la neige, en Poitou-Charentes. Dans un ouvrage sur les idées reçues sur l'automobile, les sociologues Vincent Kaufmann, Gaëtan Mangin et Hervé Marchal expliquent. La voiture, bien plus qu'un simple artefact de métal et de plastique, a incarné l'indépendance et la liberté. Elle a ainsi été la promesse d'un voyage débarrassé des contraintes de ligne, d'horaire et du voyage en commun propre au système de transport public, d'une exploration sans limite d'un horizon déployé à l'infini. Cette promesse de liberté apportée par la voiture est bien sûr commerciale, mais cette idée d'indépendance fonctionne dans le monde réel et elle fonctionne sur la jeunesse notamment. Dans ce bouquin, Maxime Duvio décortique le rapport des jeunes à la voiture et explique que l'obtention du permis, c'est comme un rite de passage à l'âge adulte. Ouais, donc la voiture, c'est bien plus qu'un simple symbole de liberté. Maxime Duvio analyse notamment les comportements à risque au volant des jeunes. Il explique que c'est notamment un rite de découverte, une manière de tester ses limites. La jeunesse au volant, loin d'être systématiquement irréfléchie, est au contraire le fruit d'un processus complexe de négociation identitaire entre affirmation de soi, confrontation à la limite et prise de conscience de la fragilité de l'existence humaine. Symbole de liberté, moyen de se confronter au danger et même marqueur identitaire, c'est très fort, c'est pas que du symbolique. La voiture, c'est un objet qu'on va parfois fétichiser, c'est-à-dire qu'on va lui donner une valeur affective et qu'on va accorder à cet objet un pouvoir bien plus grand qu'il n'en a réellement. Oui, c'est ça, la voiture, c'est aussi un objet avec lequel on peut entretenir un rapport particulier. La mécanophilie, c'est quand t'aimes baiser les voitures. Mais pas dans ce sens-là, Maudit, enfin. Mais c'est toi qui as insisté pour mettre l'extrait de What 2. Alors on va parler de Roland Barthes plutôt. Maudit, tu connais Roland Barthes, le sémiologue et critique littéraire. Voilà ce qu'il disait. Je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact de grandes cathédrales gothiques. Je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. Quand il dit magique, c'est pour dire que la voiture a un poids social qui va au-delà de son simple usage comme moyen de transport. Ouais, c'est ça, la voiture, on la customise, on lui donne un nom, et son habitacle est un véritable lieu de vie. Bref, pour une simple carcasse de métal, la voiture charrie plein d'affects.
pourquoi Pierre voudrait subitement racheter une Volkswagen Phaeton en panne et le multiplat. Ce poids symbolique de la voiture, il peut expliquer en partie les réactions très virulentes que l'on voit lorsque l'on tente de restreindre son usage. Oui, d'ailleurs, il y avait déjà eu un imbroglio avant les Gilets jaunes à propos des 80 km/h. Paris, Montpellier, Toulon, partout en France, les mêmes images. Une contestation grandissante face à la décision du gouvernement de passer la vitesse maximale de 90 à 80 km/h sur le réseau secondaire. C'est là qu'on voit que la liberté symbolique attachée à la voiture dans les pubs, elle a en fait un véritable effet sur le monde réel. Les moindres restrictions, que ce soit les limitations de vitesse, les radars ou même le code de la route, sont souvent mal vécues. Quoi qu'il en soit, le choix de sa vitesse est un facteur important dans la définition que donnent les jeunes de l'allure sur les routes. Nombre d'entre eux ressentent la limitation comme un poids et se sentent contraints, étriqués. Oui, mais le vroom, c'est pas juste la vitesse. Et oui, parce qu'on a encore plein de symboles attachés à la voiture dans notre besace. Et oui, parce que la voiture, c'est comme qui dirait un fait social total. C'est courageux de traverser la France de fond en comble. En auto. C'est un fait social total. Le fait social total, c'est un concept inventé par le sociologue Marcel Mauss et appliqué à l'automobile par l'anthropologue Jean-François Gossiot. L'idée du fait social total, c'est qu'on est ici face à un élément qui donne une signification globale à toute une réalité sociale. L'idée, c'est qu'à travers la voiture, on va pouvoir explorer quasiment tous les aspects de la société, que ce soit l'âge, le genre, les inégalités sociales, économiques, culturelles. Encore un truc qui traverse toute la société. À chaque fois qu'on parle d'un truc, ça traverse la société. Il y en a marre à la fin. Oui, mais ça, c'est le problème de regarder une science qui étudie toute la société et ce qui la traverse. C'est comme ça. Ah, la société, la société. Société, tu m'auras pas. Bah c'est comme ça, c'est pareil. La voiture, en tant que fait social total, elle est concernée par tous les clivages sociaux. Et puis il y en a un qui concerne particulièrement l'automobile, c'est le clivage de genre. Nous, les femmes, nous avons tendance à improviser quand nous ne trouvons pas de place de parking. Mais nous laissons toujours notre numéro de téléphone. Si nous trouvons un bout de papier, c'est pourquoi Nouvelle Renault Twingo vous offre l'option « Désolé de m'être garé là ». Ça, c'est une pub de Renault Belgique datée de 2014 qui est particulièrement gratinée, mais on pourrait multiplier les exemples de représentations sexistes dans la pub. Ouais, genre ça. Il a le pouvoir, il a une Audi, il a une âme. Il aura la femme. Ou encore ça. Acheter la Nissan Micra. C'est rien, ça fait toujours ça la première fois. Nissan Micra, une voiture exceptionnelle. Ou encore Megan Fox dans Transformers 1. Oui, bon c'est bon, je pense que les gens ils ont compris, on a montré assez de trucs sexistes. Ce qu'on veut dire, c'est que l'automobile, c'est avant tout un truc de mec. La présence de mannequins à côté des voitures dans les salons de l'auto n'est pas anodine, par exemple. Mais c'est pas qu'une question de représentation, la voiture est aussi genrée dans ses usages. Pour ce passage, on s'appuie essentiellement sur une vidéo de Sociologique sur le sujet qu'on vous invite à aller voir. Alors les deux PNJ qui servent à rien, là, vous fermez bien vos mouilles jusqu'à la fin de la vidéo, et les autres, vous arrêtez de chialer comme des sarkozystes en jour de jugement, et vous reprenez votre machin sur les bagnoles, là. Ah, ok, si c'est demandé si gentiment, nous on continue, hein. Jusqu'ici, on vous a beaucoup parlé de symboles. Alors c'est important les symboles, mais ceux-ci sont toujours à mettre en rapport avec la réalité matérielle. Oui, parce que ce clivage genré, on le retrouve dans l'usage concret de la voiture. Historiquement, les femmes ont eu accès à la voiture bien plus tardivement que les hommes. En 1967, elles sont seulement 22% à détenir alors le papier rose, le permis, soit 3 fois moins que les hommes. Elles ne sont que 2% à se définir comme les conductrices habituelles d'un véhicule. Il faut attendre 1981 pour qu'une femme sur 2 détienne son permis de conduire, et 2007 pour que cela soit le cas de près de 3/4 d'entre elles. C'est seulement en 1993 que les femmes rattrapent le taux masculin de 1967. Et cet aspect genré dans la pratique de la conduite, il se retrouve partout dans le monde. Ladies and gentlemen, you may be interested to know that a few minutes ago, a royal decree has been issued in Saudi Arabia giving women the right to drive. Et il est content en plus. Bon, l'Arabie Saoudite, d'accord, c'est un exemple extrême. Mais en France aussi, les inégalités persistent. Alors on n'a pas de chiffres après 2007, mais à ce moment-là, 76% des femmes ont le permis contre 91% des hommes. Il reste quand même un écart qui a probablement diminué depuis, mais la simple obtention du permis n'efface pas les inégalités. En 2024, se basant sur plusieurs études, le ministère de l'Intérieur a mis en place une campagne de sensibilisation sur les inégalités hommes-femmes vis-à-vis de la conduite. En effet, les femmes payent plus pour le permis de conduire que les hommes et elles ont un taux de réussite moins élevé. Et tout ça alors que les hommes sont beaucoup plus impliqués dans les accidents et qu'ils représentent 90% des tués sur la route. Et qui conduisent plus souvent sans permis. On a une source pour ça? Non mais c'est vrai. Vous mettez pas votre clignotant quand vous changez de voie? Ça dépend. Je vous vois pas bouger la tête pour vérifier les angles morts. Angle mort? Quels angles morts? Vous savez pas ce que c'est un angle mort? Bah non.
Cette différence, qui a des effets matériels, a aussi beaucoup à voir avec la symbolique attachée aux femmes au volant. Et comme quoi, tout est lié. Pour le site The Conversation, des chercheurs en économie, sociologie et psychologie ont étudié l'accès genré au permis. Et effectivement, selon ces chercheurs, les femmes réussissent moins bien l'examen au permis, notamment en raison de ces stéréotypes de genre. Les stéréotypes sur la conduite des femmes reposent sur une croyance sociale en l'incapacité des femmes à gérer les situations stressantes, demandant des prises de décision rapides, comme le sont les situations routières. Au contraire, le fait d'être un homme amènerait une compétence naturelle pour la conduite, associée à des comportements à risque et infractionnistes. En ce sens, l'homme est considéré comme le prototype du conducteur. Mais même quand les femmes ont le permis et qu'elles conduisent, elles sont toujours traitées de façon différente des hommes. Oui, déjà, on est exposé au comportement agressif des hommes, notamment les conducteurs de Suzuki. Je sais pas de quoi tu parles. Et ça, c'est aussi attaché au symbole. La voiture thermique, c'est symbole de puissance, de virilité, c'est attaché à la violence masculine. Les comportements masculins au volant ont un coût estimé entre 50 et 100 milliards d'euros par an. Bilan humain, frais médicaux et administratifs, dommages matériels. En période de restriction budgétaire, il y a un déni de l'État sur cette question, s'agace Jean-Yves Lamant, président de la Ligue contre la violence routière. Chaque année, des centaines de milliers de vies sont victimes de ces démonstrations de virilité, ces prises de risques et ces refus d'autorité. Les anglo-saxons, ils parlent de road rage, la rage routière qui est principalement exercée par des hommes, souvent envers des femmes. Il y en a qui supportent pas de se faire doubler par une femme sur l'autoroute. Cette idée que l'habitacle de la voiture est un lieu particulier de l'exercice de la domination et de la violence, notamment masculine, on la voit représentée dans la fiction depuis longtemps. Par exemple, Christine de Stephen King, adapté en film par Carpenter en 83, ou encore le film Duel de Steven Spielberg sorti en 71, qui met en scène un automobiliste pourchassé par un camion tueur. Ou encore Fast and Furious 9, dans lequel ils vont dans l'espace en voiture. Ouais, d'accord, c'est très bien, ouais. Là, on parle de représentation dans la fiction, mais cette violence est bien réelle, qu'elle soit entre hommes ou exercée par des hommes sur les femmes. Mais ça va même plus loin, puisque même de simples trajets peuvent être genrés. Tout d'abord, les trajets liés au loisir restent majoritairement masculins. On est à 54% de ces trajets qui sont faits par des hommes. Mais le plus intéressant, ce sont les trajets liés au travail domestique, puisque c'est le seul trajet pour lesquels les femmes sont majoritaires, avec 58% de ces trajets qui sont effectués par des femmes. Oui, des trajets comme aller chercher ses courses à l'école ou faire des enfants au supermarché, ou l'inverse. C'est pas parce que c'est en voiture que c'est pas du travail domestique. En fait, pour beaucoup de foyers, beaucoup d'activités sont dépendantes de la voiture. À moins d'être dans un centre-ville avec un bon réseau de transport, en fait, vous êtes forcément dépendant de la voiture pour aller faire vos courses, chercher vos enfants à l'école, aller au travail, pour les loisirs. C'est un outil au même titre qu'un outil de travail. Et c'est pour ça que l'augmentation du prix des carburants peut être vue de façon si contestataire. Est-ce qu'on souhaite une société où l'on bouge moins ? En fait, on se rend compte que ce symbole de liberté qu'est la voiture est en réalité une contrainte pour beaucoup de monde. Ouais, une contrainte et parfois même une nécessité. Et si c'est devenu un outil de travail et de déplacement si important, c'est aussi à cause de la manière dont est organisé l'espace. Et oui, on reparle d'urbanisme, mais en même temps, tout le monde veut sa maison individuelle. Et chacune de ces maisons doit être accessible, évidemment. À l'opposé, la ruralité moderne est hyper connectée. Chaque maison, peu importe son emplacement ou son isolement, doit être connectée à l'eau, à l'électricité, à la route, à un réseau téléphonique et à Internet. Cette hyperconnexion a un coût pour les collectivités et pour les habitants qui doivent supporter l'entretien de kilomètres d'infrastructures et de déplacements pour travailler ou se nourrir. C'est un modèle qui implique forcément un usage constant de la voiture. C'est ce qu'on vous expliquait dans un épisode précédent sur les centres-villes. La désertification des centres-villes, c'est un problème global qui touche plein d'endroits en France. Les centres-villes animés, pleins de vélos, avec des bons transports en commun et dans lesquels c'est une contrainte de prendre la voiture, restent malgré tout minoritaires. Les Français restent envers et contre tout de gros fans de vroom. Pas vrai ça ? Avec 86% d'entre eux utilisant leur voiture, plus 1 point par rapport à 2024, elle reste le mode de transport dominant, comme pour l'ensemble des Européens, 84%. Près de 9 foyers sur 10 possèdent au moins une voiture personnelle ou de fonction. D'ailleurs, 40% des Français déclarent parcourir plus de 10 000 km par an. Et même en ville, à l'exception notable de Paris, l'usage reste de prendre la voiture. 2/3 des habitants des centres urbains déclarent être des automobilistes. Si des gens continuent à prendre la voiture en centre-ville, c'est pas simplement à cause de mauvais transports en commun ou de l'étalement urbain. En fait, c'est aussi un marqueur de statut social que de conduire en ville. Quoi ? Tu veux dire que l'usage de la voiture est aussi traversé par des rapports de classe sociale ? Chocobar DBZ, comme disent les jeunes. Non. Dans un article intitulé « La misère de position automobile, socialisation de classe et rapport social à l'automobile », les sociologues Joseph Cassiari et Leslie Belton-Chevalier analysent la trajectoire de plusieurs ménages français qui ont dû renoncer à la voiture pour différentes raisons. Le cas de Géraldine, issue d'un milieu bourgeois et habitant au centre de Paris, est particulièrement intéressant. Géraldine aime conduire et regrette de ne plus pouvoir le faire. Elle tient cependant à rester dans l'hypercentre parisien pour profiter des aménités sociales et culturelles.
Elle ne s'imagine pas vivre en banlieue ou en province. Elle est prise dans une forme de contradiction entre, d'un côté, des pratiques culturelles ou résidentielles qui lui conviennent et qui sont conformes à sa position dominante en termes de situation, et, de l'autre côté, un renoncement à la voiture qui traduit une position dominée au sein des classes dominantes et qui l'éloigne du cadre pourtant bourgeois et élitiste dans lequel elle a été socialisée. Et oui, le vroomage est un marqueur d'individualisme mais aussi de réussite sociale. Il n'est pas rare de voir des bourgeois de centre-ville garder leur automobile malgré les nombreux coûts et contraintes qui y sont attachés. Et pourtant, les ménages les plus exposés à la perte de leur véhicule, c'est pas les bourges du 16e, mais plutôt les classes populaires. Non seulement les classes populaires sont plus exposées à ce que les chercheurs appellent la démotorisation, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir de voiture, mais en plus, les conséquences de cette démotorisation sont plus graves. Les ménages les plus pauvres sont déjà plus immobiles que les autres ménages, mais sont aussi plus à même d'être privés de voiture. Les ménages populaires sont donc plus susceptibles de vivre les incitations institutionnelles à renoncer à la voiture, augmentation du coût de l'usage, discours disqualifiant l'automobile, comme un facteur de vulnérabilisation de leur situation par leur mobilité quotidienne. S'en prendre à la voiture, ça nourrit le sentiment de déclassement sur lequel capitalise l'extrême droite. C'est pas un hasard si le RN a un discours très pro-bagnole, individualisme, critique des élites urbaines, anti-écologisme, tout est là. Je lance un appel à tous les automobilistes français. Faites-vous respecter. Nous ne pouvons plus accepter que Bruxelles et le gouvernement français continuent de s'attaquer toujours aux mêmes, à coups de taxes, de restrictions, sans tenir compte de vos besoins et surtout de votre quotidien. C'est un discours qui est malheureusement efficace et qui nourrit la division créée par le RN entre les élites urbaines et les pauvres ruraux. Mais ce clivage repose en partie sur une réalité sociologique. Revenons à l'article de Cacciari et Belton-Chevalier qu'on vous citait juste avant. Ce qu'expliquent les auteurs, c'est que quelqu'un de classe moyenne supérieure, d'une profession intellectuelle qui vit en ville et qui fait le choix de ne plus avoir de voiture, va beaucoup mieux le vivre qu'une personne de classe moyenne ou populaire vivant à la campagne contrainte d'abandonner son véhicule. Oui, parce que les urbains CSP+, c'est des catégories sociales qui restent, même sans voiture, très mobiles. On prend l'avion, le train, on voyage. On l'a vu au début des Gilets jaunes, où il y avait une incompréhension entre ces urbains de classe moyenne supérieure qui restaient mobiles même sans voiture et des ruraux qui étaient beaucoup plus dépendants de leur automobile. Et souvent, en zone rurale, périurbaine ou même en banlieue, la voiture reste l'un des seuls moyens de transport pour se déplacer alors que ça a un coût financier important. Ce sont les ménages les plus pauvres pour qui les dépenses liées à l'automobile sont les plus lourdes dans le budget. 20% pour les 10% les plus modestes contre 11% pour les 10% les plus aisés. Les plus pauvres sont donc plus dépendants de la voiture. Et pourtant, à cause de son coût élevé, ce sont ceux qui conduisent le moins. En fait, c'est les classes aisées qui roulent le plus. Pourtant, malgré un nombre de kilomètres parcourus plus bas que les plus aisés, ce sont pourtant les membres des classes populaires qui ont le plus d'accidents de voiture. C'est ce qu'explique le sociologue Mathieu Grossetête. J'ai montré par contraste avec ce discours officiel et socialement dominant que la mortalité routière est socialement sélective. Elle frappe en premier lieu les ouvriers et plus généralement les classes populaires. Alors que les cadres sont assez largement sous-représentés parmi les personnes impliquées dans les accidents corporels de la circulation. Ce constat, il l'a fait dans sa thèse, parue en 2008, et intitulée « La sécurité routière au radar des inégalités sociales ». Il y explique que le profil type du mort sur la route, c'est un homme, jeune, vivant en zone rurale et de classe populaire. Lui, il explique ce nombre d'accidents plus important par la désinsertion sociale de cette catégorie de la population. L'enracinement social de ce problème public exprime certaines conséquences dramatiques du déclassement social et de la montée des insécurités de tous ordres qui frappent cette jeunesse en panne d'insertion sur le marché professionnel, culturel ou matrimonial. Incapable de reproduire une identité ouvrière qui, en proie à la désindustrialisation, au chômage de masse et à la dégradation de l'emploi, a cessé d'intégrer ses membres aussi favorablement que par le passé, ces jeunes s'exposent en retour à des mécanismes d'autodestruction. Il y a bien sûr d'autres facteurs explicatifs, comme l'état des véhicules utilisés ou la qualité des routes empruntées, qui diffèrent aussi selon la catégorie sociale. Oui, par exemple, les autoroutes sont les endroits les plus sûrs sur la route, mais c'est aussi les moins utilisés par les classes populaires parce que ça coûte trop cher. On aimerait bien avoir une analyse de ce type pour les conducteurs et conductrices de banlieues populaires, mais malheureusement, on n'en a pas trouvé. Et oui, la question de l'automobile dans les banlieues, en fait, c'est souvent abordée sous l'angle sécuritaire. Il y aurait pourtant plein de choses à dire sur cette question, notamment sur les questions raciales, les relations avec la police. On pense bien évidemment au cas de Naël, tué par la police alors qu'il était au volant, et plus largement à la multiplication des tirs policiers sur les automobilistes, le plus souvent racisés, sous prétexte de refus d'obtempérer. Il serait intéressant pour la sociologie d'enquêter spécifiquement sur les usages et la perception de la voiture par les habitants des quartiers populaires. Pour l'instant, ce thème n'est pas ou peu abordé dans le champ de la recherche, pourtant il y aurait des choses à dire. Oui, tenez, alors que l'extrême droite se targue de défendre les automobilistes, elle a vite fait de pointer du doigt les personnes non blanches qui se baladent en voiture. Surtout quand le standing du véhicule ne correspond pas à leur représentation. Confirmez, vous confirmez ce que je dis en permanence.
C'est ça, chère madame. Vous l'avez gagné la voiture au loto ou vous l'avez gagné avec votre travail? Je pense que cet extrême montre bien le poids de la voiture dans les représentations sociales. On vous a parlé des clivages de genre et des clivages de classe, et là on a clairement un propos raciste en rapport avec l'objet. Malgré tout ça, malgré l'importance de l'automobile et le fait que nos espaces de vie soient en grande partie organisés autour d'elle, la voiture reste une question politique trop souvent abordée sous un angle individuel et culpabilisant. On s'écharpe sur les usages de la voiture par telle ou telle catégorie de la population sans s'interroger forcément sur les raisons de ces usages. Ça veut pas dire qu'il faut rien faire, c'est très bien de vouloir réduire la place de la voiture. Mais ce qu'on dit, c'est que ça doit être un questionnement collectif et pas individuel. Et c'est pas des politiques décidés verticalement qui vont arranger le problème. Dans le cas des villes, depuis quelques années, beaucoup de politiques publiques veulent diminuer la place de l'automobile, et parfois avec succès. Notamment à Paris, vous avez peut-être vu la carte de la diminution spectaculaire de la pollution grâce à ce qui a été mis en place par la mairie. Pourtant, les Français restent majoritairement des automobilistes, d'où le fait que chaque nouvelle mesure qui vient restreindre l'usage de la voiture provoque son lot de réactions assez virulentes. Un changement culturel autour de la question de la mobilité, ça se fait pas en un claquement de doigts et surtout pas sans moyens à l'échelle d'un pays. Et il faut ajouter qu'il sera très difficile de faire bouger les choses, tant l'organisation de notre travail et de nos espaces est imbriquée avec l'usage de la voiture. Les solutions alternatives, comme le covoiturage, sont difficiles à mettre en place justement à cause de ça. C'est ce qu'expliquent les sociologues de l'automobile, Johan Desmolly et Pierre Lannoy. Les tendances lourdes soulignées précédemment, individualisation de l'automobile et étalement urbain, s'opposent à la massification des usages partagés de l'automobile, en rendant particulièrement complexe la coïncidence des trajets des uns et des autres, dans une société où les emplois du temps au sein même des ménages, notamment biactifs, sont déjà particulièrement contraints et désynchronisés. C'est pas un hasard si la diminution de la place de la voiture et les politiques de transport en commun ont une certaine efficacité dans les grands centres urbains. Ouais, parce que pour le reste, il faudrait interroger nos choix d'urbanisme depuis au moins les années 50. Ça fait quand même un sacré chantier. Oui, et même interroger la question du logement en général. Pour penser l'avenir de la voiture, il faut aussi penser l'avenir du logement. Et en l'occurrence, je crois que ce sont des questions qui sont très tues, qui sont très passées sous silence dans le débat public. Les prix du foncier, les prix du logement ont tellement grimpé qu'on a éloigné sans cesse le domicile du travail. Et encore, on vous parle même pas du poids des symboles qui est aussi important, quand certains veulent même pas de la voiture électrique par simple attachement au thermique. Alors la voiture électrique, c'est pas non plus ce qui va sauver la planète, ça reste du transport individuel gourmand en ressources. Mais les réactions violentes contre la voiture électrique, c'est aussi un indicateur des représentations de performance et de virilité attachées à la voiture dont on vous parlait tout à l'heure. D'ailleurs, historiquement, la voiture électrique s'est attachée à des représentations féminines. On va assez naturellement l'attribuer aux femmes parce que ce sont des voitures qui sont silencieuses, qui font moins de bruit et qui ont moins d'autonomie aussi, donc qui permettent d'aller moins loin. Et donc ça va être assez naturellement marketé comme des produits davantage féminins. Et Henry Ford d'ailleurs offrira une voiture électrique à sa femme. Le discours des pouvoirs publics vis-à-vis de l'automobile, c'est soit un discours pro-voiture bas du front qui ignore tous les problèmes liés à ce moyen de transport, soit un discours méprisant et surplombant qui ne prend pas en compte la place centrale de la voiture dans le mode de vie d'une grande partie de la population. Une transformation aussi drastique ne pourra advenir qu'avec un changement culturel global, mais aussi en repensant nos habitudes de logement et de travail. Et c'est bien tous ces enjeux-là qui montrent que la voiture est un fait social total. Et si vous voulez nous accompagner sur l'autoroute de l'indépendance médiatique, n'hésitez pas. Faites un don à Blast. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos de contraste. Ça a passé le mur du son. Ça reste gourmand en ressources. Pourtant, les Français restent majoritairement des homophobes. C'est vrai.